Je vais vous parler de la mobilité en ville et plus spécifiquement dans les très grandes villes, donc une sorte d'étude de cas. Alors, la méthode qu'on emploie, qui est assez classique, c'est une méthode de diagnostic en 3 étapes. Alors d'abord un diagnostic territorial, un peu la base du métier de géographe. Et ensuite, un travail d'analyse de la demande pour comprendre l'organisation urbaine, c'est-à-dire où sont les zones de résidence, où sont les zones d'emploi, quelle est la forme de la ville. Une forme de la ville sur le littoral, par exemple, ça va être plus difficile de mailler, par exemple, le territoire. Quelle est la situation de mobilité? On parle par exemple de taux de motorisation en automobile, mais aussi en 2 roues motorisées, ce qu'on a un peu tendance à oublier dans nos grandes villes occidentales. Question de mobilité quotidienne, que par exemple en Île-de-France, vous savez qu'un individu moyen réalise en moyenne 4 déplacements par jour. Vous prenez d'autres grandes villes, les moyennes donnent plutôt 2 déplacements par jour, par exemple dans le cas de Bombay. Voilà, pour vous citer quelques exemples. Et puis la question du partage modal sur lequel je vais revenir, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire quelle ventilation du nombre de déplacements suivant les modes. Donc ça, c'est d'un côté analyser la demande et de l'autre analyser l'offre de transport existante, que ça soit au niveau de l'agglomération, donc ce qu'on appelle les réseaux structurants, à la fois la voirie et le rail, avec des indicateurs de performance, de qualité de service, etc. Et puis que ça soit en lien avec l'Interland ou avec les autres grandes métropoles, avec dans ce qu'on appelle les branchements interurbains, ports, aéroports, etc. Et enfin, un élément qu'on a pu déjà aborder ce matin sur les services de mobilité. Et là, c'est vrai qu'on a tout un panel de services de mobilité selon le type d'agglomération. On a déjà travaillé sur 35 agglomérations, on en a 15 nouvelles avec l'appui d'étudiants. Alors l'idée, c'est d'avoir une caractérisation sensible, parce qu'évidemment on ne dispose pas d'indicateurs statistiques fiables pour l'ensemble de ces villes. Et du coup on a donc des axes composites, 5 axes principaux qui nous permettent de constituer ce qu'on appelle un graphique radar. Alors rapidement, je vais vous présenter ce qu'on a mis dans ces différents axes. Les questions d'infrastructure, ça porte sur par exemple la provision et la qualité du réseau routier, le niveau de congestion, la densité du réseau ferroviaire, etc. Sur les véhicules, vous pensez bien, tout ce qui est répartition modale, taux de motorisation quand on parque en circulation, qualité de l'air également. Les transports, sur les transports collectifs, à la fois la performance du transport public, mais également d'autres services, par exemple de taxi, transport aussi, l'existence de transports informels ou non, la question de la billettique qu'on a pu évoquer. Donc on a un certain nombre d'indicateurs qu'on traite, qu'on essaye de renseigner, pas toujours évident. Un axe qui nous semble majeur, c'est celui de la régulation, donc les enjeux de gouvernance, quelle organisation institutionnelle des transports. Il y a encore beaucoup de très grosses villes qui n'ont pas forcément une autorité organisatrice des transports, ou même, je devrais vous dire, plutôt de la mobilité. Les enjeux de sécurité routière, certaines villes, c'est très dangereux, on est très vulnérable. Par exemple, le piéton est très vulnérable, il n'y a pas forcément des trottoirs comme à Paris quand vous sortez d'ici, des enjeux aussi de stationnement. Et enfin, un axe sur la demande que je vous ai présenté tout à l'heure en parlant d'analyse de la demande. Mais on voit d'une part qu'on a des villes, alors je vais vous montrer une carte ensuite, mais plutôt à dynamique lente, d'un point de vue démographique, voire peut-être certaines en décroissance, avec soit des expérimentations vers un partage modal plus durable, donc une réflexion sur cette question, ou sinon des villes qui restent très... Donc par exemple des expérimentations en Europe du Nord, au Canada, ou bien des villes qui restent très marquées par l'automobile et dont la régulation se fait surtout sur l'usage automobile. Je pense par exemple aux villes américaines qui se sont développées parallèlement au développement du système automobile, et aujourd'hui, par exemple, c'est des régulations comme la mise en place de voies de covoiturage qui permet de donner un plus, on va dire, à un usage partagé de l'automobile.
À côté, on a des villes à dynamique rapide, certainement les plus nombreuses, et en valeur absolue, celles qui concernent le plus de personnes. Alors à la fois des dynamiques rapides vers un partage modal durable, je vous ai parlé de Mandeline par exemple, d'autres qui sont à plus ou moins court, long terme favorables à l'automobile, mais qui essaient peut-être de faire quelque chose. Je vous ai parlé de Delhi, j'aurais pu vous parler peut-être d'Istanbul ou d'autres villes. Et enfin celles où il y a encore une faible régulation, comme à Lagos, à Dakar, avec des très fortes densités urbaines et une volonté des populations, enfin des classes moyennes, un développement aussi des classes moyennes qui veulent se motoriser. Et enfin, on a un cas particulier, c'est les dynamiques rapides à forte régulation. Alors ça, c'est plutôt la Chine, où il y a du monde, mais on régule fortement. On a quelques éléments à vous proposer. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et puis elle peut être totalement discutée. Alors, premièrement, développer le ferroviaire. Alors, après le ferroviaire, je pourrais vous parler du bus, parce que le bus, ça permet quand même de transporter un certain nombre de personnes. Enfin, un dernier point, favoriser les modes partagés, en particulier l'usage partagé de l'automobile. Ça, c'est peut-être ce qu'on peut apprendre de ces grandes villes des pays du Sud. Mais alors, cette question des modes partagés, jusqu'à où ? Jusqu'au robotaxi, hein, on en parle beaucoup. Alors ça va très probablement advenir dans les centres urbains de nos grandes villes occidentales. Monsieur Brotteau a parlé de l'expérimentation Uber-Ford à Pittsburgh. Je peux citer aussi ce qui se passe à La Rochelle. Alors si c'est le cas, la question se pose dans d'autres grandes villes où c'est pas forcément si évident. Là, on a une main-d'œuvre bon marché. Est-ce qu'il faut remplacer par un véhicule autonome, que ce soit pour offrir des services de taxi ou même pour offrir des services de chauffeurs particuliers, hein. Je reprends le cas de Bombay, on a entre 60 à 70% des ménages motorisés qui disposent d'un chauffeur. Et de fait, le chauffeur est plus agile, fait plus de choses qu'une voiture automatique. Il peut aller chercher vos enfants, il peut aller faire vos courses. Donc la question se pose. Donc finalement, pour terminer, la question c'est comment donc réguler cet usage individuel de l'automobile en ville, comment avoir un partage modal qui soit plus durable. Alors, est-ce que Singapour serait l'idéal, le modèle? La question se pose. Singapour, c'est intéressant, c'est une ville-État, donc c'est peut-être plus facile du fait que ça soit à la fois une ville et un État de légiférer sur la question. C'est peut-être également plus facile parce que c'est un régime autoritaire. Néanmoins, Singapour a été précurseur en termes de régulation de la possession, de l'usage à travers par exemple le péage urbain, hein, présent depuis les années 70. Aujourd'hui, il y a des expérimentations de robotaxi dans certains quartiers. Donc finalement, on peut quand même se poser la question de ce modèle singapourien parce qu'aujourd'hui, on connaît de plus en plus de choses sur nos déplacements. Tous nos déplacements, quand on utilise smartphone et GPS, sont tracés. Donc il y a un certain contrôle vers la technologie et une certaine acceptabilité sociale d'une certaine manière, parce que même en sachant qu'on est tracé avec son GPS, on l'utilise quand même.